Chapitre 9. Je ne suis pas un dinosaure. C'était la plus extraordinaire apparition que Lucas eût jamais vue. Devant lui, à moins de 3 mètres à peine, se tenait un dinosaure. Enfin, disons que c'était le mot le plus approprié qui lui venait à l'esprit, en découvrant la silhouette incroyable qui se découpait sur la lumière pénétrant dans la grande pièce par les larges fenêtres. Du dinosaure, le nouvel arrivant possédait les 2 longues pattes aux genoux articulés à l'envers de ceux des humains, l'étroite gueule dentue, d'où dardait par intermittence une langue bifide, mais ses 2 énormes yeux d'or, qui saillaient de son crâne allongé et lui conféraient une allure cocasse, étaient inhabituels. Si ce n'était... Lucas, depuis l'âge de 7 ans, où Patrick lui avait montré le King Kong original, en noir et blanc, avec les incroyables effets spéciaux en pâte à modeler et en image par image de Willis O'Brien, avait toujours été féru de dinosaures. Il s'achetait tous les nouveaux livres traitant de ces créatures extraordinaires et de ces mondes révolus, s'était fait offrir pour Noël le coffret intégral des reportages de la BBC, puis plus tard de Jurassic Park. Et même s'il avait, depuis quelques années, un peu délaissé les grands sauriens au profit de nouvelles passions, comme ses figurines, il gardait encore, en la matière, des bases solides. Assez, en tout cas, pour dire que celui qui se tenait ainsi devant eux était, à n'en pas douter, un proche parent du troodon, un petit théropode carnivore de la famille des dromaeosauridae, celle des vélociraptors ou des Deinonychus, qui se caractérisait par une taille modeste, voire pour troodon très modeste, et des griffes en faucille à chaque patte. Il se rappelait aussi que des paléontologues avaient émis l'hypothèse que Troodon, si la météorite qui avait frappé le golfe du Mexique et détruit plus de 90% de la faune terrestre il y avait 67 millions d'années, n'était pas tombée, aurait pu devenir, vu la taille de sa boîte crânienne, le prédateur dominant et prendre la place de l'homme dans l'échelle de l'évolution. Un concurrent à la sapiens. Lucas s'était souvent demandé quelle apparence aurait pu avoir ce descendant de Troodon. Maintenant, il savait. Le buste était étroit, le cou fin et gracile, les bras longs et décharnés, terminés par de fines mains tridactyles munies de pouces opposables. Au sommet de son crâne allongé, volumineux, s'étirant vers l'arrière, pointait une aigrette de longues plumes multicolores, plumes qu'on retrouvait aussi aux membres antérieurs, pas assez pour voler, mais suffisantes pour prouver la parenté de cette extraordinaire apparition avec les oiseaux aussi bien que les reptiles. Mais ce qui frappait le plus, quand on observait l'étrange créature, n'était ni ses écailles, ni ses plumes, ni son anatomie à la croisée des chemins entre le dinosaure, l'oiseau et quelque chose qui se serait rapproché de l'homme, mais ce qui frappait le plus, quand on observait l'étrange créature, n'était ni ses écailles, ni ses plumes, ni son anatomie à la croisée des chemins entre le dinosaure, l'oiseau et quelque chose qui se serait approché de l'homme. Non, c'étaient les bijoux et parures qui ornaient son cou et ses bras, et l'intelligence aiguë qui brillait dans ses yeux d'or roux à la pupille verticale. Quelle que fût cette créature, ce n'était pas un animal, car aucun animal n'aurait ainsi arboré de tels bijoux, fruits d'un artisanat raffiné, obéissant au canon d'une esthétique étrange, et aucun ne se serait exprimé en français comme il venait de le faire, avec cette voix chuintante, rythmée de nasalités bizarres. Cette voix qui s'éleva à nouveau. « Lethiaï, sois louée, tu es vivante !»
Je ne me serais jamais pardonné s'il t'était arrivé quoi que ce soit. » À peine avait-il fini de prononcer ces mots que la jeune fille, se levant du canapé, courait jusqu'à l'étonnant dinosaure et sautait à son cou allongé. Ce dernier, avec une étrange gaucherie, la serra dans ses bras et siffla. « Doucement, tu vas me tordre les cervicales !» Lucas en aurait presque ri de deviner la gêne chez un curieux dinosaure, plus ou moins humanoïde, qui devait presque égaler sa taille et qui, il ne savait pourquoi, lui évoquait à cet instant une sorte de vieux lord anglais un peu guindé, recevant avec quelque embarras les débordements d'affection de sa jeune cousine. Alors qu'elle se blottissait contre la créature, fermant les yeux en posant sa joue contre les écailles luisantes, Lucas fut à la fois émerveillé par le tableau qu'ils présentaient tous deux, qu'on aurait cru tout droit sorti d'un dessin de Frank Frazetta, mais ressentit un léger pincement de jalousie, lui qui aurait tant aimé que ce soit sur son épaule que Corée vienne poser sa jolie tête. Ils échangèrent quelques mots dans cette langue qui évoquait à Lucas un mélange de grec ancien et d'un autre dialecte plus exotique. Lucas vit Corée les désigner tour à plusieurs reprises. Patrick, qui suivait lui aussi l'échange sans en comprendre un mot, finit par demander. « Serait-il indiscret de vous demander de quoi vous parlez ?» Corée se retourna et répondit avec une expression contrite. « Je vous demande pardon. J'avais oublié que vous ne parlez pas la langue de Panchir. C'était très impoli de ma part. » Se tournant vers son compagnon à écailles, elle ajouta. « Si ça ne t'ennuie pas, Kshan, nous continuerons la discussion en français pour que nos hôtes comprennent. » Les aigrettes se dressèrent à l'arrière du long crâne, mais Lucas fut incapable de deviner si c'était là un signe de surprise, de consternation ou d'acceptation. Il en était encore à se poser la question quand le Troudentidé, se redressant de toute sa taille, clama, une de ses mains tridactyles tendues devant lui, paume vers le haut. « Soyez remerciés pour l'aide que vous avez apportée à ma sœur humaine, et vous en particulier. » Ce disant, il avait tourné son attention vers Lucas, qui, sous le regard des yeux d'or qui ne sciaient pas, se sentit un instant mal à l'aise. « J'ai vu comment vous l'avez ramené de cet étrange bâtiment où notre véhicule est sorti jusqu'ici. Vous êtes fort, brave et généreux. » Ces mots lâchés, il exécuta un curieux et complexe mouvement de tête avec son long cou flexible, que Lucas, rougissant sous le compliment, interpréta pour être une sorte de révérence. Il s'entendit répondre au nouvel arrivant avec un étrange sentiment d'irréalité. « Ce n'était rien, c'est bien naturel, jamais je n'aurais pu laisser... » Il hésita un instant avant de se lancer. « Corée, là-bas !» Le regard que lui lança la jeune fille valait tous les remerciements du monde. Patrick intervint, avec la voix d'un homme qui ne sait plus très bien au croisement de quel rêve il s'est égaré. « Vous êtes un dinosaure ?» À l'expression de son visage, Lucas devinait que lui aussi avait du mal à croire à ce que lui révélaient ses yeux. S'il avait accepté intellectuellement les allégations de leur invité, les voir ainsi confirmées, et de quelle manière, l'avait un peu secoué. La réponse de celui à qui il s'adressait ne l'aida en rien. « Ah non, je vous en prie !» Des aigrettes à l'arrière du crâne de la créature s'étaient redressées, comme pour marquer son indignation. « Pas ce mot en parlant de moi. Je ne suis pas un dinosaure. Ou du moins pas au sens où vous, surfaciens, l'entendez. Certes, mon peuple est cousin de certains théropodes anciens, et un de nos ancêtres a certainement chassé les vôtres dans les plaines de Tellustar, ou même de ce monde, avant d'accéder à la sapiens. Mais ça ne fait pas plus de moi un dinosaure que de vous un singe. Enfin, je sais que vous, surfaciens, désignez également par ce vocable quelque chose de vieux et de dépassé, ce qui ne me correspond absolument pas. Je ne suis ni l'un ni l'autre. » Il y avait quelque chose dans le ton de l'extraordinaire créature, qui n'était donc pas un dinosaure,
qui rappelait à Lucas celui d'un gentleman vieille époque ou d'un vieux professeur un peu pédant. Les faits en étaient des plus cocasses. Surtout quand le gentleman en question possédait une gueule de reptile au croc luisant et une longue queue ossifiée. Patrick devait être dans la même disposition d'esprit que lui. Lucas le devinait qui se retenait à grand-peine et fixait son interlocuteur avec un mélange d'incrédulité, d'amusement et d'émerveillement. Il fit vraisemblablement un effort sur lui-même pour répondre sans éclater de rire. « Vous me voyez vraiment désolé d'avoir pu vous manquer de respect, monsieur. »« Kshan !» leur enseigna obligeamment leur incroyable visiteur. « Kshan !» répéta Patrick avant d'ajouter. « Pourriez-vous donc éclairer notre lanterne et nous dire exactement à quelle espèce vous appartenez ?» Notre véritable nom serait imprononçable dans une langue humaine, mais les vôtres, en tel lucidar, nous nomment Coatlis. Coatlis. Ce nom m'est vaguement familier, murmura Patrick, avant de hausser les épaules. Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, si vous le voulez bien, il s'approcha à grands pas, passa à côté de Corée et du Coatlis, et referma la fenêtre par laquelle ce dernier était entré. Auriez-vous l'obligeance de vous rapprocher du canapé? Je préférerais que vous ne restiez pas devant ces fenêtres. Une chose en amenant une autre, Patrick interrogea encore, alors que la jeune fille et son compagnon à écailles s'approchaient. « Dites-moi, Kshan, comment êtes-vous arrivé à ma fenêtre? Vous avez grimpé la façade ?» À l'entendre, on devinait qu'il n'y croyait guère. Lucas ne pouvait pas lui jeter la pierre. Avec sa physionomie, on imaginait mal le Coatlis se livrer à l'escalade. « J'ai sauté depuis votre jardin, » répondit simplement ce dernier. Lucas, tout d'abord incrédule, abaissa les yeux sur les longues jambes de la créature et, avisant ses mollets et ses cuisses tout en muscles, finit par admettre que c'était possible, surtout si, comme l'affirmaient nombre de paléontologues, les théropodes dans le genre des ancêtres de Kshan, comme Troodon, possédaient les os creux des oiseaux. Avec un squelette léger et une musculature pareille, l'extraordinaire compagnon de Corée devait pouvoir exécuter des bonds hors du commun. Patrick, qui, ayant écarté un coin de rideau, scrutait la rue, interrogea le Coatlis. « Kshan, loin de moi l'envie d'être désobligeant, mais personne ne vous a vu ?» Il y eut un curieux cliquetis. Lucas, en baissant les yeux, découvrit qu'il s'agissait d'une des impressionnantes griffes en faucille saillant du pied de leur nouvel invité, qui semblait battre le rythme sur le parquet. Était-ce une manifestation d'agacement? Peut-être, car le Coatlis répondit d'un air vexé. « Je ne suis pas le plus grand chasseur qui soit, mais j'ai hérité de mes ancêtres quelques dons pour le camouflage. » Il avait détourné la tête comme s'il était vexé. Lucas, une fois de plus, dut se retenir pour ne pas éclater de rire. Corée, revenant s'asseoir dans le canapé, expliqua à mi-voix. « Les Coatlis sont nos compagnons de tous les jours, et les plus merveilleux et civilisés des citoyens de Panchir. Mais ce sont aussi de grands chasseurs. Ils gardent très vif le rapport avec leurs ancêtres prédateurs, même s'ils ne laissent ce penchant s'exprimer que très rarement et en des lieux choisis. Mettre en doute la capacité d'un Coatlis à se cacher, c'est remettre en cause son habileté à la chasse. C'est une grave insulte. » Elle avait parlé tout bas, de manière à ce que le dinosaurien n'entende pas, ou puisse faire semblant de ne pas avoir entendu. Patrick répondit sur le même ton. « Vous m'excuserez, mais en le voyant comme ça, j'ai plus l'impression de me trouver devant un vieux majordome anglais que devant un grand chasseur. »« J'ai tout entendu !» s'indigna le Troodontidae, les aigrettes plus relevées que jamais. « Et je tiens à protester. Je ne suis pas un majordome. Mon titre, dans la langue des humains, est Tlacocoani, ce que vous pourriez traduire en surfacien par maître d'hôtel, et précepteur de cette jeune fille qui n'en fait qu'à sa tête et prend des risques insensés. Pour moi, tu es plus que cela, Kshan, tu le sais bien. Tu es comme un Tetladzin, un oncle. » Elle sembla hésiter. « Ou mon grand frère. »
Patrick eut un curieux sourire. Bienvenue au club, Chan. Il semblerait que nous avons hérité des mêmes phénomènes. Il laissa son regard s'appesantir un instant sur Lucas, puis Corée, avant de revenir au Coatli, s'habituant visiblement, le premier choc passé, à discuter avec une sorte de dinosaure intelligent. S'il vous plaît, joignez-vous à nous et expliquez-nous tous les deux ce que vous vouliez dire quand vous parliez des surfaciens et de l'extraction du tellurium. Ces paroles, pourtant prononcées de manière presque badine, chassèrent toute légèreté du visage de la jeune fille et couchèrent les plumes du Coatli. L'un et l'autre échangèrent un long regard. Lucas, qui les observait, les devinait qui se livraient à quelque dialogue silencieux pour savoir qui prendrait la parole. Au bout d'un long, très long moment, Chan lança quelques mots rapides dans la langue qu'ils employaient tous deux. Le ton monta. Visiblement, Chan voulait que ce soit Corée qui parle, mais cette dernière secouait la tête avec obstination. Elle finit par présenter son dos à la créature qui réagit en hérissant ses aigrettes sur un sifflement excédé. « Cet enfant est vraiment impossible !» s'excusa le Coatli en s'avançant pour plier les jambes et s'agenouiller de curieuse manière, sa longue queue tendue derrière lui. Lucas, qui l'observait, retint un nouveau fou rire tant il avait l'impression de regarder un énorme oiseau croisé avec un lézard tout amidonné d'une réserve so-british. « J'aurais voulu qu'elle vous raconte elle-même ce qui s'est passé. Après tout, elle est plus concernée encore que moi. Mais, justement, intervint Corée en français, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Fais-le, toi. » Elle avait pris un air buté, tout ce qu'il y avait de plus adorable, mais, sous l'agressivité, Lucas sentait autre chose. Une blessure, profonde, douloureuse. Le Coatli, tendant le cou et donc sa longue tête triangulaire vers les deux hommes, leur confia à voix basse, entre ses crocs luisants. « Elle a beaucoup perdu lors des derniers événements, et tout ce qui a précédé notre expédition vers la surface. Il a fallu faire des sacrifices. » Lucas, qui, dans la silhouette de la jeune fille, devinait le poids du chagrin et de la souffrance, eut envie de se lever pour passer un bras autour de ses épaules. Craignant que ce geste ne soit malvenu et trop familier, il y renonça. Le cœur lourd, il ne put que fixer le dos à un rien plus voûté de Corée. Déjà, de sa curieuse voix chuintante et un peu nasillarde, le Coatli commençait son récit.